Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 27. Comme toujours, l'objectif d'Horror News Interview est de mettre en lumière le travail de différents artisans gravitant dans le monde du fantastique et de l'horreur. Et aujourd'hui, on sera plutôt dans le fantastique, puisque je reçois monsieur Mathieu Salvia, qui est notamment scénariste de bande dessinée. Alors salut Mathieu, et bienvenue sur Horror News Podcast. Eh ben salut, et merci de me recevoir. Écoute, merci surtout d'être là avec moi. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît ? Eh bien écoute, je m'appelle Mathieu Salvia, je scénarise depuis, en vrai je sais pas exactement, je crois que la première BD que j'ai publiée ça devait être en 2016 ou 15 ou 14, je sais même plus, mais ça fait plus d'une dizaine d'années. Et j'ai commencé mon activité de scénariste BD en même temps que je démarrais mon activité d'avocat à l'époque. Et depuis, j'ai toujours eu cette double casquette de juriste et de scénariste. Ok, donc t'as pas choisi effectivement le métier le plus reposant et le moins chronophage, je pense. Non, 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 non. Non, non, et plus les années passent, et plus c'est difficile de tout concilier, surtout qu'entre-temps, je suis devenu papa, mais voilà. Là, c'est deux choses qui me passionnent, donc c'est tant mieux. Alors, dans tout ça, quand je t'ai invité, tu m'as dit que tu avais un peu peur de ne pas être dans la thématique. On en parlait juste avant de commencer l'émission, justement. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton rapport avec tout ce qui est horreur et surtout fantastique ? Alors, fantastique à balle, comme disent les jeunes. C'est vraiment quelque chose qui est, je m'en rends compte, présent dans tout ce que j'ai écrit depuis que j'ai commencé. Donc, ça fait 10 ans que j'écris du fantastique et c'est vrai que j'en consomme aussi beaucoup. Si on me proposait science-fiction, fantastique, j'irais clairement vers le fantastique. C'est vraiment quelque chose que j'adore, que ça soit du fantastique très classique à la Tolkien, avec des codes très usités, etc., voire des variations plus intéressantes. L'horreur un peu moins, et il y a des choses qui m'intéressent dans l'horreur, mais il y a tout un tas de choses qui m'intéressent pas du tout. Tu vois, il y a des films, je sais déjà que j'irai pas les voir pour avoir goûté comme des trucs comme The Ring ou autre. C'est pas du tout des choses que j'aime. Non pas que, en fait, je les vis assez mal, si tu veux. C'est des trucs qui sont vraiment, je suis pas très à l'aise et j'ai du mal à trouver mon plaisir. Le gore aussi m'intéresse absolument pas, parce que je sais que peut-être qu'on en reparlera. Beaucoup de gens pensent que je suis à fond là-dedans parce que Croque-Mitaine, une de mes BD, et il y avait des passages assez gore. Euh, Après, il y a tout ce qui est horreur, un peu de situation. Je sais pas si c'est la bonne manière de le dire, Ouais. mais ça va, au contraire, ça va beaucoup me plaire. Par exemple, tu vois, il y a un film, moi, que j'ai adoré, un film d'horreur, je crois que ça s'appelait Don't Breath. Ouais. Don't Breath. Non, bref. Ouais. Donc le 2, bah, j'ai trouvé ça nul, mais le 1, j'ai trouvé que c'était une pépite, tu vois. J'ai adoré. J'ai adoré avoir peur dans ce huis clos là, etc. Ça, j'adore. Même si la fin, elle est un peu too much pour moi. Tout le film était vraiment cool. Ok, ça marche. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours du coup ? Alors là, effectivement, tu nous disais que toi, tu avais fait donc des études pour être avocat. Ouais. Mais du coup, en parallèle, qu'est-ce qui t'a déjà peut-être donné envie ? Et puis comment est-ce que tu en es arrivé à scénariser de la BD ? Ouais, je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Ça va vraiment pas être original du tout. Quand j'étais petit, tu sais, tous les gens qui disent, moi, je dessinais toujours, j'écrivais toujours. Bah, c'est ça en fait. C'est vrai que j'étais passionné par la narration au sens large, on va dire, depuis que j'étais tout petit. Je faisais déjà des BD, des choses, des trucs. Et ma chance, je crois que c'est que je suis né à une époque où Internet a explosé. Et j'ai vécu l'époque des forums, donc aujourd'hui ça a disparu pour les plus jeunes, ils doivent se dire de quoi ils nous parlent, mais à l'époque les forums c'était quelque chose, hein. Et je suis arrivé au moment où s'est créé un forum qui a eu un énorme impact, je pense, sur le niveau artistique de plein de gens, qui s'appelait Café Salé, et qui regroupait plein de professionnels de différents domaines artistiques, mais dont de la BD, qui échangeaient, et beaucoup de wannabes comme moi. Et en fait, j'y ai fait des rencontres vraiment hyper intéressantes. J'ai fait plein de choses amateurs là-bas, en étant conseillé par des pros, etc. C'était hyper stimulant. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'ai beaucoup appris, et deux, constitué les bases d'un réseau qui allait m'aider beaucoup par la suite. Parce que non seulement il y avait déjà beaucoup de professionnels, y compris des gens de l'édition, qui surveillaient un peu cette espèce de laboratoire
très intéressé d'y trouver peut-être des futurs auteurs. Mhm. Et puis, je dirais que 70% de mes potes se sont professionnalisés en côtoyant ce forum. Donc il y a eu vraiment une espèce d'entraide et beaucoup de ces membres-là qui ont beaucoup investi sont devenus des professionnels comme moi. Donc c'est un peu ça mon chemin. C'est beaucoup d'amateurisme, mais aussi un bon coup de chance de tomber sur ce forum, d'en faire partie. Et puis d'ailleurs ma toute première BD, parce qu'un jour il a fallu se dire je vais arrêter d'écrire des trucs pour moi et les mettre dans mon tiroir. Je me rappelle très bien de cette discussion avec ma femme qui j'arrêtais pas de dire mais moi je veux devenir auteur. Elle m'a dit bah fais-le bon sang. Et donc j'ai pris le parti d'envoyer un scénario. Mhm. Je l'ai envoyé à absolument tout le monde. Et en fait, la personne qui m'a donné ma chance, c'est quelqu'un qui bossait déjà avec une de mes amies sur le forum, qui s'appelle David Chauvel chez Delcourt. Mhm. Donc ça a été ma première publication et je pense quand même que le fait que je vienne de Café Salé, que je connaisse Andoris, puisque c'est elle, je la cite, m'a quand même donné un coup de pouce. Ça marche. Ouais, bah, de toute façon, la vie, c'est ça aussi, hein. C'est les rencontres, Complètement. c'est le timing. Ouais, et voilà, hein, ça Un n'est que alignement ça. de planètes, ouais. Exactement. Alors, combien d'œuvres t'as à ton actif jusqu'ici, tu sais? Ouais, j'ai fait. Alors, je sais pas. La toute première, c'était justement via un recueil auto-édité, enfin édité par Café Salé, mais c'était un truc tiré à faible exemplaire, etc. Mais en vrai BD, bah, j'ai fait 7 héros croque-mitaine. Bah, après, c'était en 2 tomes. Et depuis, j'ai fait In Memoriam Vermine, Petit Dieu, qui chacun sont en 3 tomes. Donc, on peut dire que j'ai fait 5 BD, mais en réalité, si tu comptes en nombre de tomes, beaucoup plus. Oui, parce qu'après, effectivement, notamment Croque-Mitaine, maintenant, tu as la possibilité de l'acheter en intégrale. Ouais, Croque-Mitaine, c'était en 2 tomes et on a eu de la chance, comme ça, on l'avait demandé et que ça a eu un petit succès. On a pu faire même 2 intégrales, une en édition très limitée en noir et blanc parce que le boulot de Jet était fou, et puis une couleur. Donc ouais, il y a tome 1, tome 2 plus 2 intégrales différentes. C'est ça. Alors moi, j'ai pris la version, je me suis tâté fort à prendre la version en noir et blanc, mais j'ai pris la version couleur. Bon, la version couleur, elle est dingue déjà, hein, mais j'aime tellement, en fait, je l'ai lu plusieurs fois déjà, que je me tâte quand même, un de ces quatre, peut-être, à essayer de me prendre la version noir et blanc, sait-on jamais. Mais non, non, j'aime beaucoup l'univers ouais, mais gros chapeau à vous deux du coup, hein, parce que effectivement, alors, comme tu le soulignais, donc à chaque fois tu t'associes à un illustrateur. Ouais, 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 complètement. Sauf la première fois, ma première BD, c'est mon éditeur qui m'a entre guillemets mis en relation avec Philippe Brionnes pour cet héros. Mais Mhm. depuis, c'est toujours moi qui contacte un dessinateur et une dessinatrice. On monte un projet, on le propose et donc on part à 2 comme ça. Alors oui, justement, c'est une des questions que je voulais te poser. Comment est-ce que tu crées une BD en fait? Est-ce que voilà, là tu le disais, a priori c'est plutôt toi qui est à l'origine en fait du truc. Tu vas déjà avoir une idée, peut-être d'histoire, de concept, et puis ensuite tu vas aller en parler avec un ou plusieurs illustrateurs. Je sais pas, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu justement comment ça Ouais, se fait en gros? bah, j'ai envie de te dire, chacun sa popote. Quand tu parles avec 4 scénaristes différents, tu auras 4 réponses différentes. Moi, pendant très longtemps, jusqu'à récemment, euh, il fallait que j'ai une étincelle qui me soit procurée par quelque chose. Donc ça pouvait être, j'aime bien aller sur ArtStation. Bon, c'est un peu mort maintenant, mais regarder les portfolios de dessinateurs, justement, me laisser inspirer par une illustration, un truc qui contienne généralement déjà une imagination folle et quasiment déjà toute une histoire, parfois dans une seule illustration. Les gars ont fait ça comme ça et en fait, boum, moi ça me déclenche. Ou alors ça peut arriver une inspiration dans une scène précise d'une série télé ou d'un film. À partir de là, je vais vraiment être frappé. Il va y avoir une espèce de truc qui va se mettre en route et ça va broder autour. Une peinture, n'importe quoi, dans un livre, un truc qui est vraiment une étincelle qui va faire que je vais avoir une idée de pitch, un début d'idée de scénar, et puis je vais aller en discuter avec encore une fois des co-auteurs, voir s'il y en a un qui dit ah ouais tiens ça m'intéresserait. Ça je l'ai fait pendant très longtemps, et puis désormais je change un peu mon fusil d'épaule. Et en fait, je vais voir des gens avec qui j'ai envie de travailler parce que leur style me plaît de fou. Mhm. Je vais essayer d'identifier aussi à qui ce genre de style peut s'adresser. Tu as des styles qui sont plutôt jeunesse, des styles qui sont plutôt marqués comics, des styles qui sont Bien plutôt sûr. marqués dans l'action, la capacité à être dynamique, etc. Mhm. Et puis je vais demander ce qui ferait dessiner. Ou s'ils n'ont pas d'idée, je leur dis bah, quelles sont tes thématiques, qu'est-ce que tu aimerais, etc. Et je vais construire à partir de ça. Maintenant c'est plutôt ça. Et tu vois, j'étais à Angoulême récemment et je parlais avec un auteur BD qui s'appelle Tristan Rouleau.
qui a fait plein de BD cool pour aller les checker, dont avec Dimitri Armand, une BD qui s'appelle ah mince, j'ai oublié, je sais plus. Il m'en voudra pas. J'ai un trou de mémoire, mais du coup, lui, il me disait que bah voilà, il faisait tout le temps ça. Et j'avoue que c'est une démarche aujourd'hui qui me séduit plus. Plutôt que d'avoir mon histoire et d'essayer de trouver quelqu'un qui va peut-être plus ou moins coller à cette histoire, ou alors la faire évoluer pour que ça colle, bah, je préfère partir de zéro en discutant avec quelqu'un maintenant. D'accord, donc à la base, effectivement, ça s'est transformé de toi qui arrivais avec ton univers et qui essayait de trouver quelqu'un qui arrive à s'y intégrer quelque Ouais, part. ouais. Maintenant, tu es plus dans une démarche de construction à deux, en fait. Ouais, complètement. De toute manière, il y a toujours cette phase de construction à deux. Hein, la BD, bah, tu Oui. sais, c'est ma casquette de juriste, mais c'est vraiment une œuvre de collaboration. Donc, on est vraiment dans une sorte de mariage et de fusion. Et ce que tu cherches, enfin, si tu veux pas avoir à bosser avec quelqu'un et à prêter tes jouets pour qu'à deux on fasse un Lego super cool, il faut pas faire de la BD parce que sinon on s'est trompé de truc. Là, on est romancier ou on est autre chose. Mm. Et la BD, ça demande vraiment cette capacité à te dire, j'avais peut-être une pure idée et un truc tout près dans ma tête de à quoi ça ressemblait, mais il faut que je l'oublie ou dedans. Parce que ça soit mon idée de base et quelqu'un m'a dit j'en veux bien, comme ça a été le cas par exemple pour Vermine. Vermine, aujourd'hui tel qu'il existe, n'a absolument plus rien à voir avec ce que j'avais présenté à Johan Corget au début. Mhm. Et c'est pour le mieux. Il y a injecté de l'humour, de l'action, énormément d'idées, de personnages, etc., qui ont fait évoluer le truc. On l'a bâti à deux. Au bout d'un moment, tu t'as amené tes Lego, t'as commencé à dire on pourrait faire ça, et puis hop, les gars mettent la main dans le truc. Et c'est différent. Il y a des auteurs qui sont vraiment en mode mercenaire. Je vais tomber tes pages, je veux pas m'impliquer dans l'histoire, ça m'intéresse pas trop. Et D'accord. puis t'as ceux vraiment qui s'impliquent parce que ils veulent participer à l'histoire. Bah, quand j'écoutais en tout cas les interviews que tu as pu donner justement avec les différents illustrateurs avec lesquels tu as bossé dernièrement, donc que ce soit Croque-Mitaine, Vermine, In Memoriam, Petit Dieu, etc. À chaque fois, on voit qu'il y a vraiment de l'échange Ouais. des deux côtés en fait. Vous êtes force de proposition et je trouve ça vachement intéressant en termes de collaboration. Je pense que c'est très enrichissant, quoi. Bah, enfin, il y a que ça qui est intéressant. Si tu fais pas ça, encore une fois, c'est ce que je disais, faut pas faire de la BD, parce qu'il faut comprendre que quand tu te lances dans une BD, tu pars pour plusieurs années de travail avec la Mhm. personne. Si Mhm. t'as quelqu'un en face qui est pas intéressé par ton histoire et qui veut juste dessiner ce que tu lui envoies sans s'impliquer, tu meurs en fait. Ça sert à rien. Tu passes à côté de vraiment de l'essentiel de l'exercice. Donc, et si tu veux tenir la distance, t'as intérêt à trouver quelqu'un qui joue bien avec toi. Tu vois, Mm. il y a une alchimie pas facile à trouver. Si vraiment tu te rends compte que tout d'un coup, toi, t'aimes jouer avec des Lego, je dis n'importe quoi, mais l'autre, il préfère jouer avec des Mikado, bah putain, il va falloir les tenir les 3 ou 4 ans de production. Si à chaque fois tu dis là, on va mettre un Lego, il dit non, je veux un Mikado. Il va falloir trouver un terrain d'entente et de jeu où les deux s'amusent parce que, encore une fois, c'est une sacrée aventure, très prenante. C'est des années de vie et Mhm. d'échanges. Et puis, moi, j'ai de la chance dans la plupart de mes expériences. En fait, ça s'est terminé. J'ai tissé des liens, notamment Jet et Johan sont devenus des super amis. Tu vois, au bout d'un moment, forcément, tu passes 3, 5 ans, parfois plus avec Jet à échanger surtout sur rien, sur ta BD plusieurs fois par semaine. Ça devient un peu plus qu'un collègue, quoi. Et c'est ça qui est bien. Oui, effectivement, et là, il vaut mieux que vous vous compreniez et que ça se passe bien Ouais, en termes ah ouais, d'entente. complètement, ouais. C'est important, ouais, c'est clair. Ça marche. Alors, faire un petit point juste comme ça, mais le milieu de la BD actuellement, comment ça se passe? Quelle est un peu la température, si je peux dire, avec tout l'arrivée de l'IA, avec tout ça, tu vois, je sais que ça brasse beaucoup, donc Ouais. L'arrivée de l'IA, c'est un sujet plus global et je suis pas vraiment sûr qu'il s'applique très précisément à la BD. Il s'applique à l'art de manière générale. C'est évidemment un énorme sujet de débat au sein des auteurs de BD. Euh, je pense pas que les premiers essais qui ont pu être faits là, parce qu'ils sont tous surveillés de très près avec l'IA, soient aujourd'hui très convaincants. Je ne doute pas par contre que dans 6 mois, un an, on ait des outils extrêmement performants qui gomment les problématiques qui sont rencontrées aujourd'hui, comme maintenir un seul même design de personnage au fil des planches, etc., qui sont vraiment aujourd'hui des choses qui sont complexes pour les utilisateurs d'IA. Je doute pas qu'on y arrive, aucun doute qu'on y arrive. Donc évidemment que c'est en soi, c'est une vraie menace hein, pour la créativité. bah, c'est d'autant plus intéressant d'en parler avec toi parce qu'effectivement, toi, ta spécialité dans ton domaine d'avocat, c'est la propriété intellectuelle, en l'occurrence. Ouais,
Ouais, complètement. En fait, moi, j'ai un avis partagé sur la question. L'IA en tant qu'outil, ça veut pas dire grand-chose. C'est l'application qu'on en fait. Mhm. Il y a des choses qui sont révolutionnaires. Je mets à part toutes les interrogations sur le coût écologique, etc. Parce que c'est vraiment un millefeuille, l'IA, Oui, bien sûr. qui nécessite d'avoir des débats sur plein de points. Je me concentre juste sur la création. Ouais, parce que tu vois, il y a des outils IA qui vont être fabuleux en médecine, tout ça, on le sait déjà, c'est incroyable. Évidemment qu'on n'a pas envie de tourner le dos. Ça pose beaucoup de questions sur, tu le dis, parce que c'est mon métier, comment on va encadrer tout ça d'un point de vue réglementaire Mhm. pour s'assurer qu'on n'ait pas un effet pervers à terme. C'est-à-dire que c'est quand même la première fois, il me semble, dans l'histoire de l'humanité qu'on a un outil qui vient pas soulager quelque chose de pénible, mais qui vient faire à notre place quelque chose qui était un plaisir. C'est-à-dire que créer n'a jamais été pénible. Pour l'humanité, créer, l'art, ça a toujours été nécessaire et un échappatoire, un plaisir, etc. Là, on a un outil qui, ceux qui sont pour te diront, bah, ça nous aide à créer, et les tracteurs te diront, non, ça crée à notre place. Et demain et dans un an, ça créera tout à notre place. Tu vois. Moi, je peux pas parfois m'empêcher de penser à George Orwell, 1984, tu vois, et quand il voulait une petite musique qui parle de ci, ça, hop, je programme, je lance, et puis c'est un truc générique qui déroule. Et on y est déjà presque. Donc, ça pose énormément de questions parce que je pense que ça risquerait, si c'est mal encadré, mal discuté, mal circonscrit, ça risquerait dans une logique, on va pas se mentir, capitaliste, où certains ne voient dans cet outil que le profit qu'on peut faire en se passant des gens qui créent, ça pourrait risquer vraiment de venir avoir des effets de bord très problématiques. Et c'est tout l'enjeu en fait. C'est-à-dire que d'un outil incroyable, comment on fait aujourd'hui pour bien l'encadrer et Mhm. s'assurer que ça ne soit qu'une aide et non pas quelque chose qui vienne détruire l'un des plus grands plaisirs de l'humanité. Quoi. Depuis qu'on est depuis que l'humanité est apparue, on s'amusait à mettre de la boue sur nos mains et à faire des trucs sur la caverne. Quoi. On n'a pas envie d'arrêter. Donc c'est un vaste sujet, l'IA. C'est un très gros Alors, sujet. au-delà de l'IA, c'est vrai que moi qui fréquente pas mal justement alors notamment les magasins spécialisés, c'est vrai que ces dernières années, j'ai vu beaucoup de mangas s'inviter Ouais, dans les magasins, dans les boutiques spécialisées et prendre pas mal de place justement sur que ce soit du comics, que ce soit de la BD. Euh, donc tout ça, c'est pour ça que je te demandais un petit peu la température au niveau du milieu de la bande ouais. dessinée, parce que ça m'intéressait justement de savoir un peu. Ouais, t'as raison. En fait, le plus gros défi aujourd'hui, je pense que dans l'immédiat, c'est pas l'IA. Le plus gros défi aujourd'hui, c'est que le marché de la BD, il est contradictoire. Il a jamais autant généré d'argent. Mhm. En chiffre d'affaires, c'est énorme. Et pourtant, la paupérisation des auteurs, donc de ceux qui font vraiment la BD, a jamais été aussi accrue, rapide et grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est extrêmement dur de vivre en tant qu'auteur de BD. C'est très dur. Pourquoi? Bah, tout le monde a des réponses, mais il y a des faits. Il y a des faits. Aujourd'hui, il y a une surproduction énorme. On a beaucoup plus d'offres de manga, BD, comics, tout ce que tu veux, que de demandes. Donc déjà, de base, aujourd'hui, quand tu parles à des libraires, tu sais qu'on est à peu près à 150 nouveautés semaine. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que le libraire, il arrive et boum, chaque lundi, il reçoit 150 nouveautés dans un catalogue. Ouais, c'est énorme. Comment tu veux en une semaine déjà lire, donc faire ton boulot de libraire, Mhm. conseiller, tout ça avant que la nouvelle fournée arrive. Donc, quand ta BD sort, si tu sais que si tu n'arrives pas déjà, et l'éditeur te le dit, à vendre et à percuter et à réussir à faire parler de toi dans la première semaine, ça va être très dur. Parce que derrière, tu vas te faire noyer par tout ce qui arrive. Par tout le reste. Ouais. Parce que tu as beaucoup de créas françaises, mais tu as aussi, comme tu le dis, tous les achats de droits de mangas et de comics qui sont et en plus on est aujourd'hui, moi ça c'est là, ça n'engage que moi. Je pense que j'ai des petits, je vois comment ils font. On est dans une ère où tout doit aller très vite dans le fait de nourrir nos besoins. Moi mon gamin, il peut pas attendre un an et demi, 2 ans avant d'avoir la suite de ses aventures. Donc il va prendre One Piece. Et il sait qu'il est parti pour, je dis n'importe quoi, 300 tomes. Dès qu'il a envie de lire, il a qu'à avoir l'argent, en fait. Les tomes sont là. Mhm. Et ça aussi, c'est un énorme problème. Parce que cette consommation effrénée, y compris dans le loisir, met à mal un système où, aujourd'hui, en BD franco-belge classique, il faut beaucoup de temps pour faire une BD franco-belge classique. Mhm. Énormément de temps. T'as vu mes BD, on est sur des 60, 70, 80, 100 pages, peu importe. C'est léché, c'est ancré, c'est couleurs. On n'est pas sur, comme les mangas, 4 cases, 4-6 cases par planche avec de la trame. Tu vois, déjà. Et Oui, puis la, derrière, la qualité papier et puis tout ça. et C'est puis et sûr que... voilà, et puis on produit pas comme des Japonais non plus. C'est impossible.
Non, mais Euh, même eux, c'est problématique, hein. On en c'est est un à énorme problème, tu vois, Oui, c'est non, un mais énorme problème aujourd'hui. Mais clairement, aucun Français ne va se mettre en mode mangaka et ne jamais quitter son bureau et puis peut-être mourir d'épuisement à 40 ans. Donc, tout ça fait que, oui, aujourd'hui, le marché est très tendu. C'est très difficile d'exister. Tout le monde cherche un peu comme ça, le doigt mouillé, quel va être le bon filon. Mmh. Tu l'as dit aussi, moi, ma lecture, c'est qu'il y a tout un lectorat qu'on a perdu, qui est toute la jeunesse, tout l'ado en fait. Pour moi, je vois très peu d'ados consommer de la BD franco-belge. Ils consomment du manga essentiellement. Ouais. Donc ils ont grandi avec des codes narratifs qui sont pas les nôtres, des codes narratifs du shonen, etc., machin, qui sont pas ceux de la BD qu'on produit. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand j'écris, je me dis, j'écris soit pour des gens de mon âge, c'est-à-dire des gens qui ont connu l'âge d'or de la BD qui était Soleil, hein, dans les années 90, l'Enfeuse de Troyes, tout ça, machin, voilà, c'était, voilà. Mmh. Et donc, qui ont grandi, et à 40-50 ans, tu as des moyens, tu continues de conseiller de la BD, donc soit j'écris pour eux, ou soit j'écris peut-être pour de la jeunesse comme Petit Dieu, où je vais reposer aussi sur le parent qui va accompagner son enfant dans la lecture et qui va plus facilement aller chercher de la franco-belge. Mais l'adolescent, je vais pas me leurrer, hein. L'adolescent, je vais aller essayer de lui vendre une BD, Vermine ou autre, machin. Non, il va pas être intéressé. Il va vouloir lire du manga japonais, du manga coréen, etc. Il va vouloir aller consommer ça. C'est très difficile. Je pense qu'on l'a laissé échapper, ce lectorat-là. En tout cas, dans la créa franco-belge. Après, bon, il faut quand même dire que moi, en tout cas, pour avoir lu justement, parce que je voulais avoir un peu une vue d'ensemble de ce que tu faisais, je trouve que ça fait quand même vachement bien le pont, notamment par exemple avec un Vermine. Ouais. Bah, Vermine, enfin, tu le fais lire à un ado, je pense qu'il kiffe quoi. Enfin, je veux dire, c'est des gangsters, il y a de l'action, il y a des insultes, il y a, tu vois, il y a des, il y a des, non, je sais pas, ça bouge tout le temps. Vermine, c'est Ouais, ultra dynamique. ça me fait super plaisir ce que tu dis parce que c'est effectivement ce que j'ai essayé de faire à chaque fois. Moi, j'ai pas essayé d'écrire. Tu vois, avec Johan Corgi, on rigole, on dit nous on veut pas faire de la BD à papa. Notre expression, c'est Hmm. la BD à papa. C'est-à-dire que Ouais. cette BD vieillissante que continuent de consommer tout un tas de gens, etc. Nous, ça nous emmerde. On a passé notre ado à lire ça, adolescence, et puis on est nourri aussi par ces mangas, par ces comics. On a lu des trucs qui nous disent putain ouais, on peut faire quelque chose de différent. Donc quand j'écris Vermine, moi je me dis effectivement, je m'adresse à mon 14 ans, 16 ans que j'étais à l'époque et j'aurais kiffé lire ça. Et je pense qu'effectivement, peut-être qu'il y a plein d'ados qui kifferaient. Mais on touche du doigt aussi autre chose. Vermine, c'est un format franco-belge classique. Ouais. L'ado qui rentre dans les librairies, je suis pas sûr qu'il aille dans le rayon franco-belge déjà, tu vois. Donc la grande BD cartonnée, 80 pages, l'intéresse pas, il lit pas ça, c'est pas son format. Son format, c'est rayon manga, c'est des trucs souples qui s'emmènent partout, qui pour 7 euros, t'as je sais pas combien de pages. Là, on est sur la BD. Je pense qu'elle a perdu un peu ses atours de ce qu'elle était de manière originale, enfin à l'origine, pardon, excuse-moi, ce qui était un média populaire. La BD, c'est embourgeoisé de fou. Aujourd'hui, tu vois, on a les Vermine, c'est super truc cartonné, du gaufrage, c'est du produit de luxe. Tu payes 15 balles, 16 balles pour 80 pages. C'est devenu un truc, un bel objet dans ta librairie, etc. et tout. Et c'est pas facile d'aller intéresser un ado quand t'as cet objet-là, en fait, je pense. Parce que lui, encore une fois, il a compris que son rayon, c'est le rayon des mangas. Donc ça se joue là aussi. Faut réussir à aller le chercher ton ado pour lui faire ton histoire pour que potentiellement il dise ah mais en fait c'est cool ça. Pas Hmm. facile, pas facile. Ouais, j'imagine, mais c'est vrai que ce que tu soulèves là au niveau des habitudes de consommation maintenant, c'est intéressant pour le coup, parce qu'effectivement le format, ne serait-ce que ça peut, le fait d'avoir un côté nomade dans le format Bien sûr. sur le manga, voilà. Puis en même temps, bon, quand un manga tu l'abîmes un petit peu quelque part, hein, voilà, c'est pas très compliqué. Si tu abîmes un peu ta BD, je pense que ça te froisse un tout petit peu plus. Et, tu sais, je suis papa, donc je te l'ai déjà dit, j'ai des jumeaux, ils ont quasiment 10 ans, mais je le vois bien avec on leur donne un petit peu d'argent de poche. Va lui dire économise 3 semaines pour te payer une BD de 15 balles que tu auras lu en même pas 20 minutes. Mais non. Lui, pour quasiment, pour un petit peu plus de 6 euros, il se prend un manga qui va lui faire 1 heure. Et en plus, quand je les vois installés dans leur lit en train de lire, quand c'est de la BD, je me dis, mais en fait, ce truc-là, on l'a jamais pensé pour des gosses. C'est pas pratique. Ils savent pas comment se mettre. Alors que le manga, c'est tout petit, ils se mettent dans n'importe quelle position, le truc, ils le tordent et tout. Il y a un truc de format, si tu veux mon avis. Ouais, je vois ce que Et tu veux tant dire. que tu restes dans ce format,
Je pense que c'est difficile aujourd'hui d'aller chercher un certain lectorat. C'est clair. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as quand même des. Par exemple, je vois Run, euh, qui a Ouais. sorti Jaune il n'y a pas longtemps, Ouais. qui justement est un espèce d'hybride. Ouais. Voilà, où tu es sur un format, tu es sur un style très, très manga. Et voilà, et ça, c'est le genre d'initiative que je trouve intéressante, tu vois, parce Bien que sûr. même ce qu'il a fait sur le Reader ou les trucs comme ça, où effectivement là il est allé chasser plutôt du côté du comics. Mais c'est vachement intéressant, et je pense que ouais, effectivement, ça peut faire peut-être partie des pistes à suivre. Par exemple, je vois chez Urban, eux qui font beaucoup de comics, ils ont sorti, tu sais, justement leur collection Nomade. Ouais. Où là, effectivement, c'est du souple, Ouais. et puis c'est pas cher. Je crois que tu payes 5 euros, Ouais. tu dois payer 5 balles, je crois, ton comics. Bah ça, pour moi, effectivement, là, en termes d'accès, en termes Ouais, mais complètement. de produits d'appel, à tous les niveaux, Mais oui. le prix, le format, tout, pour moi, c'est super malin. En fait, Mais c'est oui. super malin. Et ça Mais c'est sûr. ça permettrait peut-être justement d'aller chercher un lectorat, le fameux lectorat, des jeunes, en fait, Non, basiquement. et puis c'est une histoire aussi de conception. Tu vois, nous les Français, on a cette conception de l'artiste. Souvent, d'ailleurs, on glorifie l'artiste complet, hein, intégral. Je sais pas quelle expression, je trouve ça horrible. Du Mm. mec qui fait tout, scénariste, machin, tout ça. Et on a cette vision d'un truc très artistique, dans lequel moi aussi, hein, je suis tombé sur In Memoriam, Croque-Mitaine, Yoann Corgier sur Vermine. C'est délirant ce qu'il fait, en fait. C'est pas rentable, en fait. Chaque truc est ultra détaillé, c'est magnifique. On pousse l'ancrage, on pousse les couleurs. Tu files ça à un gars, il va te le lire en 15 minutes. Tu vas me dire qu'il a apprécié ce travail-là. Là aussi, il y a quelque chose qui se joue. Derrière, ton mangaka qui va te faire que du plein et des déliés avec de la trame, quand c'est des dialogues, champ contre champ, pas d'arrière-plan, évidemment, il gagne un temps fou. Mais au final, quand ce que tu viens consommer, c'est une histoire, même si tu es sur un média graphique, je pense qu'il faut se poser la question, quel investissement je dois mettre sur le truc. Si je fais un one-shot 100 pages grand public, je sais pas, sur la vie de Madeleine Résistance, etc. Alors oui, peut-être que j'ai intérêt, parce que ce bouquin, il va être dans les bibliothèques, il va être lu par des gens qui lisent Télérama, etc. Je vais aller pousser les putters, et je vais faire un truc très graphique. Mais si je m'adresse encore à des gamins qui viennent d'abord pour l'histoire, parce qu'ils bouffent du One Piece à 6 balles, je suis pas sûr qu'il faille se dire, je vais mettre un tel niveau de détails, de couleurs, de trucs, tu vois. Mais c'est des réflexions intéressantes, quoi. Hyper intéressantes. Tout le monde les a en ce moment dans l'industrie, pour revenir à ta question. C'est qu'en ce moment, tout le monde est un peu en train de se dire, OK, qu'est-ce que je fais le coup d'après, quoi. Moi, le premier. Ah ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà. Moi, je trouve que dans ce que tu proposes, quelle que soit la bande dessinée, en l'occurrence, sur les différents titres qu'on a évoqués, déjà, effectivement, il y a des moments où tu as juste envie de te poser pour regarder vraiment le dessin, au lieu de juste lire l'histoire. Ouais. Et en plus de ça, même au niveau de l'histoire, il y a différents niveaux de lecture. Et il y a des moments, j'étais là, je lisais, tu sais, je reculais, je prenais un pas de côté, et je disais putain, franchement, hein, même dans Petit Dieu, il y a des moments, j'étais là, je repoussais le bouquin, je disais putain, tu vois, les niveaux enfin, tout ce que tu peux aller y chercher, en fait, dans ce que tu as écrit, ça m'a vraiment Ouais, ça me fait plaisir. agréablement choqué. Ouais, voilà, on va dire ça Merci, comme c'est ça. gentil, ouais. Donc voilà, mais en tout cas, on en reparlera de toute façon. On va continuer peut-être sur des trucs un petit peu. On va revenir sur Croque-Mitaine, tiens, si tu le veux bien. Ouais. Ouais. Comment est-ce qu'on fait peur en bande dessinée? Bah, si j'ai fait peur avec Croque-Mitaine, je l'ai pas fait exprès, en vrai. En fait, l'anecdote drôle de Croque-Mitaine, c'est que donc évidemment que je voyais une histoire très sombre, etc. Euh, quand j'ai écrit Croque-Mitaine et que j'ai demandé à Jet de dessiner certains passages, l'anecdote vraie, hein, et drôle, c'est qu'il y a des passages où j'écrivais, par exemple, bah là, le bonhomme 7 heures attrape le Croque-Mitaine, puis il lui enfonce les doigts dans les globes oculaires, et il lui défonce les trucs. Et il me renvoyait une page, et en fait, c'était pas du tout ce que j'avais écrit, quoi. Tu vois, on voyait le bonhomme 7 heures qui donne un coup de canne sur la tête du gars qui mourait. Je dis, qu'est-ce que tu m'as fait? Et en fait, pour Jet, c'était une souffrance de dessiner ces scènes, parce que il n'était pas du tout dans l'horreur et le gore. Et donc, vraiment, dessiner ça a été traumatique presque pour lui. Quand il a fini Croque-Mitaine, bon, il a dit, du coup, ça a été aussi un peu cathartique, parce que maintenant, j'arrive à faire un peu plus de trucs comme ça. Ça a été une vraie épreuve. Donc, j'ai envie de te dire que je l'avais peut-être pas perçu. Je voyais évidemment une histoire très sombre, parce que de toute manière, les thématiques que j'abordais étaient lourdes, hein. Ouais, clairement. Mais
Non, je me suis pas dit, j'avais pas la préoccupation de dire comment je vais faire sursauter, comment je vais faire peur. Donc en fait, je sais pas comment répondre à ta question. Je sais pas comment on fait peur. Bah, Si après, je l'ai fait, c'est ce qui est intéressant sur Croque-Mitaine, par exemple, moi, c'est que tu identifies pas mal de grandes figures horrifiques. Par exemple, tu sais ouais, que ce soit l'épouvantail, l'homme au crochet, ouais, justement, bah, tu en parlais, le bonhomme 7 heures, qui ressemble à une espèce de baron samedi, un petit peu dans ouais, l'idée. Voilà, tout ça, c'est autant de figures que tu identifies tout de suite comme faisant partie justement de cette espèce de bestiaire horrifique et de ces figures voilà, qui tout de suite vont te ramener à l'horreur, au domaine de l'horreur, basiquement. Mais c'est vrai que oui, bah, Croque-Mitaine, au-delà de ça, tu vas y trouver effectivement ouais. beaucoup de violence, mais en même temps, moi je sais pas, quand je le termine le bouquin, je suis hyper ému par la relation qui est égrenée en fait tout au long de l'histoire, notamment avec Ouais, ouais, le complètement. gamin et donc le père Le père Lamort. Lamort. C'est ce qui m'importait le plus dans tout ça. Je crois que si je voulais faire peur, moi, c'était pas par la mise en scène, c'était par les thèmes abordés. Tu vois, c'était Ouais. vraiment essayer de faire appel aux grandes peurs de tout le monde. Donc la peur de mourir, évidemment, la peur de perdre les gens qui nous sont les plus proches. Et puis euh, la peur également, ça, après, je mets toujours beaucoup de choses dans ma BD, tout le monde ne voit pas tout, mais moi à ce moment-là, je venais d'être papa, j'ai failli perdre mes enfants à la grossesse avec ma femme, il y a eu une complication, et donc ça m'a beaucoup marqué, et donc il y a aussi la peur pour le père la mort de pas être capable de protéger ceux que t'aimes. Tu vois, il y Mhm. a vraiment, j'ai invoqué ces grandes peurs-là, pour moi, sont les grandes peurs de Croque-Mitaine. Derrière, évidemment, on essaie de bâtir là-dessus et de montrer comment on peut évoluer, grandir, dépasser ces peurs-là. Mais c'est les grandes peurs, je pense, qui sont chez tout le monde. Donc c'est peut-être ça, moi, mon mécanisme pour faire peur, c'est d'aller placer les gens dans cette situation, de dire, ok, tout le monde a à peu près vécu ce truc de un, j'ai cru mourir, deux, j'ai cru perdre quelqu'un que j'aimais. Bon, Mhm. voilà. Le folklore que tu as mentionné, pour moi, c'était surtout une volonté d'ancrer cette histoire dans du folklore français, tu vois. Oui, Parce c'est que ce que j'allais te demander justement, pourquoi la figure du Croque-Mitaine parce que je trouve ça super d'aller et peut-être que inconsciemment c'est ce que tu as dit, puiser dans des peurs qui sont déjà là dans notre folklore, dans tu vois des trucs un peu éculés qui pouvaient paraître un peu vieillots aussi. Tu vois le croque-mitaine, ça fait plus vraiment peur, c'est un truc un peu vieillot, etc. Mhm. Et je trouvais ça génial et une éclate totale d'aller prendre cette figure du croque-mitaine parce que tous les noms que tu as sont des noms de régions. Oui, Euh, le bonhomme 7 heures, euh, c'est le c'est au Québec de mémoire. Canada, voilà, Mhm. c'est ça. Donc, c'est que des noms de croque-mitaine, des variations de croque-mitaine. Et je trouvais ça hyper intéressant de bâtir une mythologie qui réunifierait un peu tous ces trucs. Mhm. Euh, ça, c'était juste du pur délire, quoi. Et puis de pouvoir avoir des références qui marchent chez tout le monde. Tu vois. Tout de suite, Ouais. t'as pas besoin de. Ouais, t'as une espèce d'universalité en fait, que ce soit C'est ça. dans les personnages ou dans les thématiques au final. Ouais, exactement. Ça marche. Alors, c'est vrai que dans les différentes BD que tu as fait, il y a pas mal de recours aux monstres, à la créature Ouais. en général. Pourquoi est-ce que tu aimes bien aller justement puiser là-dedans, chercher tous ces personnages voilà. Bah, bon, déjà, on l'a dit, je suis un très très gros consommateur de fantastique, donc bon, forcément fantastique, monstre. J'ai été très marqué petit, je pense, par les films de Guillermo del Toro. J'ai Oui. été profondément marqué par les Chines du Diable, par le Labyrinthe de Pan, par ce qui est étonnant, ce qui est drôle quand tu sais que Guillermo del Toro lui-même dit qu'il a été très marqué petit par par les monstres et que c'est pour ça qu'il fait que des films sur les monstres. Mhm. Moi, ça m'a vraiment marqué. Euh, et en fait, je pense aussi que il n'y a pas une seule histoire où mes monstres sont des choses inhumaines et méchantes. Moi, j'adore la figure du monstre quand elle vient incarner quelque chose de plus complexe. Euh, est souvent en fait très humain. Je pense que les monstres plaît autant parce qu'en fait on sait bien que la seule chose vraiment monstrueuse
dans notre monde, dans l'état de nature, c'est nous en fait. Et il y a rien de monstrueux dans la nature. Une biche, un loup, un machin, il y a rien de monstrueux là-dedans. La seule chose vraiment monstrueuse, elle est cachée au sein de l'humanité. On aime bien se le voiler, on aime bien se faire peur, etc. On aime bien dire que les choses vraiment monstrueuses sont faites par des gens on les considère comme plus des humains, etc. C'est faux, c'est faux. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est que le monstre, la figure du monstre, elle n'existe que parce qu'il y a l'homme sur la planète, et c'est nous en fait, c'est une part de nous. Donc je trouve ça toujours très intéressant de l'utiliser juste pour dérouler des choses qui sont finalement très humaines, ou comme dans Vermine, dénoncer aussi ce truc que j'ai en horreur, qui est que tout ce qui est moche, monstrueux, tordu, laid, est forcément méchant. Tu vois, moi, mes gamins, j'ai vraiment veillé à leur dire, les gars, on va regarder du Disney, mais faites gaffe, quoi. Vous allez voir que tous ceux qui sont beaux, ils sont gentils, tous ceux qui sont moches, ils sont méchants, s'il vous plaît, quoi. C'est vraiment une vision horrible qui a, à mon avis, fait beaucoup de mal à beaucoup d'enfants qui sont devenus adultes et qui ont continué d'avoir cette vision-là. Moi, j'adore Shrek. J'adore que l'ogre horrible, en fait, c'est le bon gars. C'est génial. Tu vois. Et donc, dans Vermine, c'est ça. C'est que toutes ces créatures, je vais pas me spoiler moi-même, on se rend vite compte qu'en fait, elles sont peut-être pas aussi horribles que les humains qui les ont créées, quoi. Ah bah, clairement. Non, clairement. Là, pour le coup, c'est plutôt dans les mains du créateur que vient le problème. Alors, justement, en termes de créatures, du coup, là, on parlait croque-mitaine, tout ça. Il y a des... Je vais peut-être, je sais pas, avoir un insight, on sait jamais. Est-ce qu'il y a une créature, un truc, justement, une thématique que tu as envie de travailler et sur laquelle tu n'as pas encore eu l'occasion de te faire les dents ou pas? Bah, je vais peut-être te décevoir, mais c'est vrai que là, les prochains projets qui sont un peu en train de naître, qui sont embryonnaires, il y aura beaucoup moins. Il y aura du fantastique, mais il n'y aura pas de monstres, a priori. D'accord. Et puis dans des tonalités qui seront peut-être un peu différentes de ce que je fais d'habitude, parce que je fais aussi ce métier-là pour pas toujours faire la même chose. J'ai vraiment essayé à chaque fois de faire des choses un peu différentes, que ce soit dans le traitement ou dans les idées. Mais c'est pas pour ça que j'en ai fini avec les monstres. Je pense qu'il y a une figure, moi, que j'aime beaucoup, c'est le vampire. Pas le vampire traditionnel, etc. Je pense que ça, on l'a tous trop vu. Mais il y a un truc que j'aime beaucoup et que j'ai un petit peu esquissé dans Croque-Mitaine, dans ce mythe du vampire, qui est la figure de l'immortalité et tout ce que ça amène, en fait. À un moment, le père Lamort, il dit, tu sais, je vis depuis tellement longtemps que je me souviens même plus, en fait, quoi. Et quand tu vis depuis aussi longtemps, nécessairement, tu deviens un peu fou. T'as tout fait, t'as tout vu, tu commences un peu à te poser des questions sur pourquoi, sur le but même de ce que je fais. C'est ce qui perd le père la mort. En fait, quand on le découvre au début et qu'il s'est retiré comme ça, c'est parce que le mec, il a été au bout. Tu t'imagines vivre des milliers d'années à faire la même chose dans la même logique. Au moment où t'arrives, et forcément, à mon avis, tu te poses des questions. Tu te dis, mais putain, qu'est-ce que je fais, quoi, en fait? Quel est le sens de tout ça? Et c'est un truc qui me fascine là-dedans. Je me rappelle d'un épisode de True Blood, qui a du bon, qui a du mauvais, cette série. Mais j'avais beaucoup été touché par cet épisode où, je sais plus comment il s'appelle, le vampire blond, là, nordique, qui tient son bar et tout, là, qu'on suit. Et à un moment, on le voit, il est toujours très froid, très méchant, très machin, et à un moment, on le voit retrouver son père vampire, qui l'a fait vampire. Parce que il a entendu qu'il avait des problèmes, et on découvre ce mec qui vit depuis des milliers et des milliers d'années. Et qui, en fait, qui lui explique qu'en fait il est las, quoi, il en a marre, il en peut plus, et qu'il va se laisser mourir au soleil. Et en fait, il y a une incompréhension de ce jeune vampire qui comprend pas, qui peut pas comprendre, et de ce mec qui est littéralement usé. Il y a un truc qui me plaît dans cette idée. Tu vois, moi je suis un mec qui a très très peur de la mort, mais je me dis, si t'as la chance d'atteindre 90, 95, je pense que la nature est bien faite, je pense que t'es usé, je pense que t'es fatigué, je pense que peut-être qu'à un moment finalement tu te dis ok. Et ça me plaît beaucoup dans le mythe du vampire, ouais. Cette immortalité et ce rapport au temps. C'est certainement une créature, un monstre que je regarderai de plus près un de ces jours. Ouais, c'est sûr que c'est intéressant en tout cas. Ça marche. Alors juste voilà, pour le côté, on va dire que je fais ta pub. Croque-Mitaine, juste pour l'histoire. Donc je peux le résumer si tu veux. Vas-y. Ouais. Enfin, je peux tenter de le résumer du coup. En fait, on a un enfant qui va se retrouver, donc ses parents sont assassinés.
Ouais, ça, c'est tout le début, donc tu peux le dire, ça spoil rien. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est le début. Et donc, lui qui est persuadé qu'effectivement, il y a un croque-mitaine qui vit chez lui, là, il se retrouve en difficulté parce que le tueur est dans la maison et donc il appelle à l'aide ce fameux croque-mitaine qui va venir l'aider. Voilà, est-ce que ça te va comme résumé? Ouais, c'est ça. Disons que il est face au truc le plus terrifiant du monde, hein, et du coup, il se réfugie dans la seule chose qui le terrifiait peut-être plus que ça avant, c'était cette idée qu'il avait un croque-mitaine qui est dans sa cave. Ouais. Mm. Après, tout l'enjeu du bouquin aussi, c'est est-ce que tu as envie de le lire à la premier degré ou est-ce que tu as envie de voir derrière? Est-ce que vraiment C'est la fin surtout quelque part qui te pousse à y réfléchir. Ouais. Ouais. Donc c'est pour ça que je parlais des fameux différents degrés de lecture, etc. Ouais, j'aime bien mettre différentes choses dans les bouquins. Ouais. Alors c'est vrai, d'ailleurs c'est une des choses desquelles je voulais parler avec toi. Tu fais toujours exister plusieurs univers, en tout cas que ce soit dans Petit Dieu, In Memoriam, Vermine, voilà, t'as toujours des espèces de voilà des univers qui coexistent quelque part. Comment est-ce que t'arrives à faire justement exister ces univers? Parce que t'en parlais tout à l'heure avec par exemple l'univers de Croque-Mitaine. Tu sais que, enfin, que ce soit Croque-Mitaine ou les autres d'ailleurs, à chaque fois que je lis, j'ai l'impression que j'arrive dans un univers qui existe, qui a des lois, qui a des règles, etc. Et quelque part, même si toi tu vas pas édicter et donner toutes les règles, je sens qu'il y en a sous la pédale et que je pourrais creuser pendant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. C'est pas juste de la surface. Non, c'est sûr. Donc c'est pas évident, j'imagine. Comment est-ce que tu arrives justement à ériger en fait une mythologie, un univers comme ça ça doit pas être un travail facile en tant qu'auteur du coup. Non, et pourtant, je suis pas sûr d'être. Il y a encore une fois, tu vois, Andoris que je mentionnais tout à l'heure, elle fait ça beaucoup mieux que moi. Elle a une passion pour développer des lores. Donc, tu vois, quand elle se lance dans une nouvelle série, elle va écrire des bibles entières sur son lore, sur le world building, sur les races, les trucs, les machins. Moi, je vais vite me faire chier à faire ça en vrai. Puis je suis pas très bon. Mais dans Croque-Mitaine, ça a démarré comme ça. Moi, j'avais absolument envie de ça. C'est-à-dire, et puis il y a eu des gens qui ont adoré, des gens qui ça a beaucoup frustré. C'est-à-dire de dire, je vais bâtir un univers énorme et puis en fait je vais en montrer juste un tout petit bout par le trou de la serrure parce que je vais leur dire ce que je vais vous raconter c'est pas tant l'histoire de cet univers mais l'histoire de ce gamin qui se retrouve confronté à cet univers. Mhm. Et donc effectivement il y a des gens qui m'ont dit mais nous on veut la suite là, on veut l'histoire de Croque-Mitaine maintenant, etc. Mais je leur ai dit bah non en fait parce que c'était juste l'histoire d'Eliot dans un univers beaucoup plus large et donc vous n'avez vu que ce que lui il a vu en fait. T'es à sa place. Ça c'était vraiment ce que je voulais faire. Est-ce que ça a été facile ou non? Non, c'était pas difficile. Je vais dire un secret de Polichinelle. Tout n'était pas forcément ultra construit. Moi, tu peux très bien lancer des pistes, lever des voiles, montrer des trucs au loin en disant regardez c'est énorme, sans forcément que t'aies tout bâti, tu vois. C'est aussi un peu miroir et fumée tout ça. S'il avait fallu derrière, je l'aurais fait, mais je suis pas du genre à écrire des bibles de 300 pages sur mon lair pour que tout soit carré, etc. C'est toujours suffisamment cohérent. Je veille toujours à la cohérence. Il y a eu des grandes réflexions de cohérence sur Petit Dieu notamment parce que c'est Petit Dieu, Vermine. C'était plus difficile à faire coexister. C'est vrai, t'as raison. J'aime bien avoir le monde réel qui cohabite avec le monde fantastique. Soit on est au courant, comme dans In Memoriam, donc là il n'y avait pas trop de problème. Je veux dire, tu sais que les humains normaux entre guillemets vivent dans cet univers fantastique, parce que dans In Memoriam t'as des gens qui n'ont pas de pouvoir, des gens qui ont des pouvoirs. Bon, c'est su. Et puis t'as tous ces mondes secrets que tu as Croque-Mitaine, Petit Dieu et Vermine. C'est vrai qu'à chaque fois t'as les gens comme toi et moi qui évoluent dans un univers fantastique dont on ignore tout, ce qui est quand même pas l'idée la plus originale du monde, mais moi elle me plaît beaucoup. Et parfois c'est simple parce que tu vois, moi un de mes auteurs préférés, alors je sais qu'aujourd'hui faudrait plus le dire, etc. Mais ça a toujours été Neil Gaiman, c'est un de mes auteurs préférés, mais il le fait très très bien. Alors que, tu vois, quel que soit le bouquin de Neil Gaiman, t'as souvent ce truc du fantastique qui vient s'introduire comme ça dans un personnage réel qui se retrouve confronté à un truc qui était toujours là, mais que personne n'a vu. Moi, j'adore faire ça. Pour Petit Dieu, ça a été, il a vraiment fallu réfléchir parce qu'à un moment, t'avais des questions de logique, de mise en scène tu pouvais pas te contredire, tu avais dicté des règles, fallait les respecter, etc. Donc parfois, t'as beau faire super gaffe. En l'occurrence, Christelle Maîtresse veut dire, mais ça peut pas marcher parce que t'as dit que.
Et donc là, tu dis, oh putain, heureusement qu'elle me dit au stade du storyboard. Je Ouais, ah voudrais bah pas ouais. un jour en dédicace que quelqu'un vienne me dire, eh là, vous aviez dit ça, et là, vous dites ça. Donc, on y pense beaucoup, quand même. Ouais. On se challenge, mais c'est bien d'être deux, pour pas laisser passer de trucs. Alors oui, c'est clair. Bah, surtout sur, alors par exemple, là, on parlait d'univers qui coexistent, Vermine, en l'occurrence. Donc là, on rentre, dans l'univers avec un personnage. Ouais. Donc là, en l'occurrence, donc Marcus. pour l'histoire, Marcus, donc qui est un chef de gang, ouais, basiquement, Ouais. de la Nouvelle-Orléans et qui donc, un soir, va, se faire tuer Ouais, et encore. Hein. c'est bah, encore, ouais et toujours la mort très présente, Ouais, la mort très présente. et donc effectivement, voilà, une fois qu'il se fait tuer, en fait, il va être projeté quelque part dans un il va derrière le voile, derrière le rideau et donc il va voir, en fait, l'autre univers avec lequel le nôtre cohabite, Ouais. et donc voilà, il va découvrir, voilà, de nouvelles règles et d'autres, des enjeux, en l'occurrence. Ouais. Voilà, donc ça c'est pour Vermine. Alors Vermine, c'est vraiment, la lecture, fun, ça se bastonne, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, voilà, il y a plein de petites créatures, plein de trucs, c'est très drôle, et en même temps, voilà, il y a de l'action, ça n'arrête pas, Il y a du gros voilà. mot, hein. Comme tu as dit, il y a beaucoup de gros mots. Ouais, ouais, ça c'est clair. L'éditeur, et De c'est la vrai, hein, nudité. ouais, il y a du cul, il y a plein de trucs. L'éditeur nous a dit de nous calmer un peu sur le tome 2 au moment. Il a dit, non, c'est vrai, hein, il nous a dit, les gars, il y a trop de gros mots là. Notamment, il y a une scène de rap, on avait écrit un rap vraiment dégueulasse. Il a dit, non, les gars, on peut pas, on est chez Dupuis. Et donc, il y a il y a une petite négociation. Mais c'est vrai, non, mais euh, c'est sûr qu'on s'est fait beaucoup plaisir là-dessus. Euh, Ça se et sent, tu ça vois, se sent en tout cas. pour revenir sur la question de l'univers qui coexiste, il y a quand même toujours, j'aime bien les parallèles. Et tu vois, dans Vermine, il y a un parallèle avec les concerts, tu vois. Les concerts de rap, etc. T'as la scène, tu vois, t'as la scène, c'est là où on vit, tout le monde vit, et puis t'as les coulisses. Donc C'est les ça. coulisses de la réalité, où sont tous les petits mecs qui font que sur scène ça se passe bien. Et donc c'est très basé là-dessus. Mais derrière le lore est hyper intéressant aussi, tu vois. On l'évoque un petit peu, c'est comme dans Croque-Mitaine, il est beaucoup plus large. On comprend que il y a eu des trucs qui se sont passés il y a longtemps, machin, qu'il y a des enjeux qui se sont mis en place, des gros trucs. Mais c'est toujours par petites touches, ouais. Bah, tu le découvres au fur et à mesure, en fait, avec le Ouais, personnage, c'est-à-dire par petites bribes, voilà, à droite, à gauche, tu arrives à saisir des concepts, des trucs, des machins, et tu dis, ok, bah là, ça fonctionne comme ça, lui, il peut faire ça, il peut pas faire ça, ouais. la création de ces fameuses vermines, comment ça se fait, etc. Voilà, non, c'est intéressant et c'est vrai que c'est pas évident. Il y a pas mal de genres, notamment dans Vermine, et faire réussir à faire coexister tout ça. Pour le coup, c'est pas évident entre l'humour, entre l'action, entre Ouais, voilà, t'as des trucs t'as des trucs plus graves, hein, notamment toute la sphère familiale avec tout ce ouais. qui s'est passé avec le passif de Marcus, etc. Vermine, ça a été un challenge de fou. Bah oui, parce que comment tu trouves l'équilibre en fait, c'est ça qui est pas Ouais, évident, et ben j'imagine. justement. En fait, tu vois, je disais, j'essaie toujours de faire les trucs différemment. Vermine, Petit Dieu, In Memoriam, j'avais vraiment cette volonté d'avoir vraiment un truc en couche. C'est-à-dire que d'avoir toujours un propos général présent. Alors, Vermine, c'est l'exploitation du vivant, c'est l'esclavagisme, hein, c'est ce qu'on a fait au noir, etc. notamment. Donc ça, c'est vraiment une thématique forte qui est présente dans Vermine. Puis après, je veux une histoire de fond qui soit quand même hyper intéressante. Donc ça, c'est toute l'histoire de fond, c'est-à-dire la guerre qui se passe entre les coulisses, les machins, les trucs dont je vais pas me spoiler, mais dont on aura le mot final en 3, qui est ce grand méchant masqué, qu'est-ce qu'il veut vraiment, etc. Mhm. Et puis après, je veux aussi une couche de... chaque personnage doit avoir un arc. Donc tu as un arc narratif, tu as une histoire personnelle à Grey qui va d'un point A à un point Z à la fin du tome 3. Pareil Mhm. pour Marcus, pareil pour Lily. Et puis dans tout ça, il faut les faire vivre, les personnages. Il faut pas que ça soit juste des personnages de carton qui soient au service de l'histoire. Et donc là, vraiment, moi, je me suis cassé la tête, je peux même pas imaginer. Ça a été un challenge énorme. J'ai utilisé plein de nouveaux outils où je me mettais des post-it partout, parce qu'il faut que ça soit rythmé, parce que tout ça. Mais c'est, je crois aujourd'hui, la série dont je suis le plus fier, vraiment. Parce que tous les retours que j'ai de gens, je vois que tout ce que j'ai mis en place a fonctionné à balle. Je vois que tout le monde y trouve son compte. Je trouve que sous un atour très ouais, c'est juste beaucoup de jurons, de l'action, des mecs qui tirent dans tous les sens. En fait, il y a beaucoup plus de profondeur et je suis toujours ravi quand les gens viennent me voir. Mais en fait, putain, il y a beaucoup de choses dans Vermine, y compris cette histoire personnelle de Marcus. Mm. On veut savoir ce qui s'est passé avec son père, sa mère, le problème avec son frère, etc. C'est qui ce mec avec son masque? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les grands enjeux, etc. Je suis assez fier parce que c'est un moment où je me suis vraiment
mal embarqué. Au milieu du tome 2, j'ai sué. Et quand j'ai réussi à boucler le tome 2 et que ça fonctionnait, j'ai dit jamais j'arriverai à faire le 3. J'ai lancé une machine infernale et je pourrais jamais clore tout ça en un 3e tome. Ouais. Et je l'ai quand même fait. Et le 3e va être juste complètement dingue. Je pense qu'on a poussé tous les putters encore plus loin. Et je suis extrêmement fier de ce qu'on a fait sur les 3 tomes de Vermine. Ouais. Bon, bah écoute, en tout cas, tout à l'heure, je regardais justement dans ma bibliothèque. Pour l'instant, t'en es au tome 2 de partout. Ouais. C'est-à-dire que Vermine, tome 2, In Memoriam, tome 2 et Petit Dieu, tome 2 pour l'instant. Exactement. Ouais. Mais tout arrive. Tous les tomes 3 arrivent. Ça marche. Alors, Petit Dieu, le tome 2 vient de sortir le 21 février. Ouais. Voilà. Donc voilà. Pour ceux qui voudraient s'y plonger, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Donc là, voilà, c'est pour Vermine, effectivement, pareil. Hein, donc là, si vous aimez l'action, si vous aimez le fantastique, les créatures, etc. Là, encore une fois, voilà, très 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 fun. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc je vous invite vraiment à aller y jeter un œil. Après, on l'a évoqué aussi, In Memoriam. Alors In Memoriam, là, on est plus sur un polar urbain. Ouais. Avec effectivement les éléments fantastiques parce qu'il y a la magie qui existe dans cet univers. Qui n'existe plus du tout, en fait, c'est ça le problème, quoi. Oui, enfin, il y a des réminiscences en fait, et notamment avec ces fameux univers, comme on disait, qui cohabitent. C'est-à-dire qu'il y avait un univers dans lequel il y avait des magiciens d'un côté avec les humains, tout le monde cohabitait, et puis on se faisait un petit peu upgrader, on utilisait un petit peu la magie, voilà, même pour les humains lambda. Et du jour au lendemain, voilà, il y a un cataclysme et effectivement, cette magie se meurt, disparaît. Et maintenant, elle réside vraiment dans des espèces des petites breloques, des petits artefacts, voilà, qui ont des pouvoirs. Qui fonctionnent plus trop bien, ouais. Voilà. Et donc d'un coup d'un seul, effectivement, voilà, il y a quelqu'un il y a notamment quelques personnages qui se retrouvent à sembler avoir accès à cette ancienne magie. Et donc voilà, toute une enquête de police en fait qui va se mener là-dessus. Alors cette fois-ci, t'as choisi Paris. Ouais, complètement, ouais. Voilà. Donc après la Nouvelle-Orléans, voilà, on voyage encore, on revient en France cette fois-ci. Et donc bah toujours pareil, voilà, c'est hyper intéressant. Et puis on en découvre. C'est toujours ça en fait. Tu sens que par exemple le sidekick, de la laverie. Chi, voilà. Chi, ouais. Tu sens que lui il en a sous le pied depuis le début. Il a l'air un peu menaçant et tout machin. Puis au final, voilà, tu t'attends de voir un peu de quoi il est capable. Enfin. Voilà, t'as tout un tas de trucs, c'est pareil, voilà, comment ça s'articule, comment ça fonctionne du côté de la magie, parce que il y a toute une espèce de mafia en fait qui est complètement cachée, etc. Et donc c'est vachement intéressant aussi, voilà, pour ceux qui auraient envie de s'y plonger. In Memoriam, donc il y a 2 tomes à ce jour, hein, et donc ça devrait se terminer en 3, encore une fois, c'est ça? Ça se termine dans un gros 3. Ouais, là, ça sera un gros tome de 110 planches, ouais. Ça marche. Alors, pour l'instant, on a vu les trucs un petit peu plus adultes, on va dire. Ouais. Et effectivement, tu t'es lancé dans donc ce que tu as appelé Petit Dieu. Ouais. Donc avec ton illustratrice qui s'appelle Christelle Robin. Ouais. Voilà. Et donc effectivement, là on est sur quelque chose qui peut paraître un petit peu, ça fait plus appel à l'imaginaire un peu. Je sais qu'on te l'a déjà dit pas mal en interview, mais tout ce qui est un peu, tu sais, l'histoire sans fin, voilà, les animaux anthropomorphes comme ça, tu vois, voilà. Donc il y a ce côté fantasy en fait qu'on va retrouver. Donc là, ça se destine peut-être à la base, en tout cas, plus à un lectorat un peu plus jeune. Mais oui et non. Très, très sincèrement, à la lecture, moi ça fait partie justement de ces trucs où quand j'ai compris où tu voulais en venir, j'ai reculé le bouquin en me disant mais putain, c'est super malin. Bon, on va pas spoiler, mais c'est super malin et justement là où tu nous emmènes en fait, je trouve ça super intéressant avec encore une fois ces degrés de lecture, etc. Donc voilà. Donc pour en revenir à Petit Dieu, t'interroges pas mal avec ce que tu as fait déjà dans les autres, mais le rôle du créateur ici, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu. Est-ce que c'est un truc qui te travaille? Est-ce que justement ce côté héritage, transmission, création, tu vois, ta responsabilité par rapport à tes créations, etc., tout ça, est-ce que c'est des choses qui te travaillent ou... Ouais, je crois que c'est oui, on a tous un peu des marottes. Tu disais, il y a des choses qu'on retrouve très présentes dans beaucoup. Il y a la mort qui est clairement quelque chose qui m'occupe beaucoup. Il y a
Tu verras aussi que c'est marrant, que ce soit dans Croque-Mitaine, dans In Memoriam, dans Vermine, t'as toujours un animal très présent, un chien, un chat, des chats, qui ont un rôle plus ou moins important et qui souvent meurent aussi. On m'a beaucoup dit que t'aimes bien faire mourir des animaux aussi, pas que des enfants, je fais aussi mourir des animaux. Il y a des choses comme ça qui sont clairement, au début je les percevais peut-être pas, qui reviennent beaucoup, donc je sais pas, c'est des choses qui doivent beaucoup me préoccuper. Je pense que c'est plus la question de la paternité qui me travaille, et certainement du fait, comme je te l'ai dit, de cet épisode où vraiment j'ai été testé, moi, où je me suis dit oula, je suis pas sûr de pouvoir protéger ces petits bouts de vie qui viennent à peine d'arriver, quoi, d'être complètement diminués. Ça, clairement, ça m'a marqué. Après, dans Petit Dieu, c'était aussi, je pense que ce qui m'a le plus drivé au début, c'était pas tant cette question de la transmission, de la responsabilité qu'on a, etc., que d'analyser un peu ce qui se passait dans mon propre crâne quand je créais, moi, des personnages, des histoires, des machins. Mmh. Et de broder autour de ça, parce que c'est vrai que parfois t'as des personnages ou des idées de personnages qui ont du mal à se fixer, qui ont du mal à te convaincre, et puis elles sont là pendant parfois des années dans l'arrière-crâne, elles vont ressurgir, elles vont essayer de se mettre dans une histoire que t'es en train de faire, mais non, c'est pas la bonne pour toi, etc. C'était ça qui me plaisait, c'était ce côté un peu finalement, tu sais, j'ai lu un bouquin là cet été, l'Anomalie, où j'ai découvert cette thèse délirante où t'as des gens, y compris des gens de science, qui se convainquent qu'on vit certainement, enfin il y a une grande probabilité qu'on vive dans une simulation, tu vois, Matrix quoi. Et ça me plaît de me dire que ce truc-là m'a beaucoup plu, de me dire que bah ouais, peut-être que finalement, philosophiquement, si tu le considères d'une certaine manière, je suis un dieu, quoi, et que tout ce qui se passe dans ma tête, c'est ma création, que j'en ai plus ou moins conscience, et que ça peut être une certaine forme de réalité. C'est plutôt cette idée-là qui m'a beaucoup plu, que d'aller, ouais, peut-être sur la transmission haute qui est venue se broder là-dessus, ouais, complètement. Mais c'est vrai que oui, non, je disais ça parce que c'est vrai qu'après avoir lu, du coup, je les ai lus quasiment tu sais, à la filée, quoi, hein, très proche, hein, tout ce que tu as fait. Et donc, c'était intéressant justement de voir un peu ces thématiques et des fois des grands traits, tu sais, que tu tires, tu relis un peu les points entre les différentes histoires. Et du coup, c'était intéressant. Là-dessus, Johan Corgé se moque de moi parfois en disant t'écris toujours la même chose, mec. Parce qu'il a très bien identifié les thématiques qui reviennent chez moi de manière régulière. Voilà. Donc tu as dû les voir aussi. Ouais, mais encore une fois, la façon dont tu les traites, et puis tu vas mettre l'accent sur certaines choses plutôt que d'autres, etc. Et c'est vrai que, les histoires sont très différentes là en l'occurrence. Mais oui. T'arrives de toute façon, je pense que n'importe quel auteur, hein, tu lis l'intégralité de ce qu'il fait, et puis tu vas réussir à en tirer des grandes figures, des grandes thématiques qui semblent le travailler, hein. Ça, il y a pas de secret. Bien sûr. C'est évident. Alors, donc déjà, première chose, je vous conseille d'aller lire donc tout ça, donc que ce soit Croque-Mitaine, Vermine, In Memoriam ou Petit Dieu. Dans tous les cas, je vais vous mettre les liens dans la description de l'épisode. Et donc après, on passe un petit peu aux dernières questions avant les recos. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer justement et écrire dans le domaine de la bande dessinée? Écoute, on me la pose beaucoup cette question quand je suis en festival ou autre. J'imagine. C'est difficile. Moi, encore une fois, j'ai très conscience d'avoir eu beaucoup de chance. Moi, je pense quand je regarde un peu les gens qui viennent me voir, etc., qui me demandent des conseils. Je pense qu'il y a une énorme différence entre avoir envie de faire quelque chose dans l'absolu. Moi, j'ai envie d'être pianiste, tu vois, dans l'absolu. Ça, je me rêve j'ai été pianiste longtemps, j'ai jamais été au bout, mais je me rêve de pouvoir venir comme ça, clac, bang, tu joues des trucs. Avoir envie de ça dans l'absolu, tu vois. Les gens qui disent, moi, j'aurais adoré être dessinateur, machin, ils ont 60 balais, qu'est-ce que t'as fait de ta vie, alors? Il y a une grande différence entre ça et le faire. Et je pense que, déjà, premier conseil, il faut avoir l'honnêteté de se dire, est-ce que j'ai juste envie dans l'absolu? Ou est-ce que j'ai un truc interne qui va faire que tous les jours, je suis en train de dessiner, ou tous les jours, je suis en train d'écrire. Et peu importe que les gens me disent, c'est pas génial, c'est pas bien, c'est pas truc, il y a un espèce de moteur interne qui fait que il y a un besoin de revenir à cette activité de manière régulière. Je pense que on gagnerait beaucoup de temps, on aurait moins d'artistes ratés si les gens arrivaient à se dire honnêtement, non mais en vrai,
j'adorerais, moi, tu vois, je sais pas, dire n'importe quoi, faire du cheval comme un dieu, mais j'ai pas envie d'aller me faire 5 heures, 6 heures, 7 heures de cheval tous les jours. C'est ça. C'est la grande différence. Moi, j'avais ce truc, un feu intérieur qui faisait que, quoi qu'il arrive, de toute façon, si j'avais pas été édité, j'aurais continué à faire des trucs, à écrire, à machin, à imaginer dans ma tête. Donc j'ai eu de la chance. Après, il y a un élément de planète qui fait que j'ai eu cette opportunité. Et puis derrière, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Mais premier truc, vraiment, ayez le courage de vous dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi, ou est-ce que c'est juste une envie comme ça globale? Et puis après, il y a pas de miracle, il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Le cerveau, il devient meilleur uniquement quand il comprend que cette activité-là, tu veux la faire tous les jours, donc il faut que je commence à être bon à ça. Bon, voilà. Donc il y a pas de miracle. Il faut écrire. Si vous voulez écrire, il faut écrire tous les jours. Il faut écrire. Il faut se forcer à faire des choses différentes. C'est dans la pratique qu'on se forge. Il faut évidemment regarder beaucoup les choses qui nous plaisent, essayer de les analyser, de comprendre pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Et puis derrière, dernier conseil, il faut avoir le courage de se lancer. Je pense que ça a été le plus dur, c'est-à-dire qu'à un moment, t'es là, t'es dans ton petit laboratoire secret, il y a que toi, ta maman, ta copine, ton copain, qui te disent c'est bien. Et il faut avoir le courage de dire non, je l'envoie dehors, je le publie sur internet, et puis je vais me prendre peut-être 15 commentaires de gens qui l'auront lu en 5 secondes, qui nous disent ouais, bof, non, c'est à chier, retourne chez ta mère. Mais il faut avoir le courage de faire ça. Ouais. Parce que c'est le seul vrai test, en fait. C'est faire lire aux autres. Bien sûr. Et au bout d'un moment, avoir le courage de dire je le fais lire à un éditeur ou une éditrice, et puis voilà. C'est mes 3 gros conseils. Voilà, il va falloir pratiquer et se lancer, les amis. Et surtout être honnête avec soi-même. Voilà, en restant honnête avec soi-même dans tous les cas. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, il faut toujours se dire, ok, je veux faire ci, faire ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que tu vois, je veux, je sais pas, devenir, encore une fois, voilà, je sais pas, je vais faire du tir à l'arc à un niveau international, je veux faire les JO, machin, nan, nan. Ok, qu'est-ce qu'ils font les autres qui font ça? Ok, ils font tant d'heures de compétition, de trucs, de machin, d'entraînement, ok, c'est quoi, comment s'articule leur vie, comment est-ce que... Mais c'est ça, en fait, c'est comment je vais articuler ma vie dans les années à venir. Si je veux cet objectif-là d'être publié, c'est toute ma vie que je vais articuler autour de ce truc. Est-ce que vraiment t'as envie? Tu veux être pianiste de fou, est-ce que tu es prêt à articuler ta vie à faire 2 heures, 3 heures de piano par jour pendant des années? Parce que si tu n'arrives pas à trouver du plaisir dans cet effort-là, laisse tomber. C'est pas la peine. Tout le monde, tu rejoins la bande de gens qui disent ouais, moi aussi j'étais doué à l'époque, j'ai dessiné bien, j'aurais bien aimé être dessinateur. Non. Non. T'as juste envie dans l'absolu, ça te fait rêver, mais voilà. Ouais, c'est le concept, quoi, plus. Ouais, et puis moi aussi, je suis le premier, moi, tu vois, je vois des mecs qui font des sports de combat, ils sont super forts, je dis, putain, j'aimerais bien, moi aussi. Est-ce que j'ai envie d'aller faire 5 heures de sport par semaine? Non, on va pas se mentir. Donc bon, je vais continuer de rêver sur le truc, et puis c'est tout, quoi. Ça marche. Alors, je le disais tout à l'heure, est-ce que tu aurais peut-être des recos, justement, alors peut-être en franco-belge, pour rester dans ton univers de prédilection, sur tout ce qui est justement un petit peu fantastique? Alors, je lis tellement de trucs que ça va, ça vient, ça. Mais récemment, je ne peux que conseiller, en fantastique, je peux que conseiller Chroma de Lorenzo De Felici. Moi, ça m'a scotché. C'était vraiment, c'était fou. Vraiment. Alors là, une petite pépite de fantastique incroyable. Déjà, c'est extrêmement beau. C'est une leçon de dynamisme, de mise en page, de tout. C'est un bonbon pour les yeux. Mais surtout, c'est une histoire que j'ai trouvée hyper bien racontée, hyper puissante. J'ai adoré. Donc vraiment en fantastique, ouais, dans les trucs récents, vous pouvez vous jeter sur Chroma, c'est super. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Mais si tu m'en demandes une là comme ça, récemment, ça m'a vraiment marqué plus que d'autres choses, ouais, en fantastique. Ça marche. Alors, quelles sont tes ambitions pour l'avenir ? Écoute, mes ambitions pour l'avenir, c'est de continuer à pouvoir écrire, parce que rien n'est jamais gagné. Ça veut dire que quand je dis ça, c'est est-ce que je vais continuer à avoir des bonnes idées? Est-ce que je vais continuer à trouver des gens qui sont prêts à me suivre dans ces idées? Est-ce que l'industrie va me permettre de continuer à publier mes histoires? Voilà. Et puis de continuer à m'amuser en fait en le faisant. Ça, c'est vraiment important, parce que c'est quand même, on le disait plus tôt au tout début de l'interview, c'est énormément d'énergie, de temps quand tu as un job et quand tu as une vie et quand tu as des enfants, de mener 2 activités comme ça. Et donc, il faut quand même s'amuser, quoi. Si au bout d'un moment tu t'amuses plus, si à un moment tu fais des trucs juste pour les faire,
c'est pas possible. Donc je me souhaite de toujours m'amuser. C'est ce que tu disais juste avant, tu vois, en disant, ok, si tu prends pas plaisir en fait à l'entraînement et à pratiquer, ça sert à rien, quoi. Et oui. Alors, ton actu en ce moment. Donc on l'a dit un petit peu là, il y a le tome 2 de Petit Dieu qui vient de sortir. Alors, l'actu, ouais, le Petit Dieu, tome 2 vient de sortir, donc ça c'est le truc le plus chaud. Ensuite, les tomes 3, hein, là moi j'ai fini d'écrire tous mes tomes 3, donc ça va arriver gentiment l'année prochaine, donc c'est que des trucs vraiment cool, parce que tu clôt des histoires, donc c'est toujours hyper satisfaisant. Et puis là surtout, c'est pas vraiment de l'actu, mais moi mon énergie elle est centrée sur les futurs projets, donc il y a des choses un peu différentes qui vont être drôles, des pistes qui se dessinent dont je peux pas trop parler, mais parce que rien n'est encore vraiment fait, mais a priori peut-être des trucs un peu plus vers l'humour, format un peu court, dans des revues, etc., qui sont des pistes qui me font bien plaisir, parce que pendant très longtemps je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'humour, je suis quelqu'un qui aime faire rire les gens en soirée et tout. Généralement je parle beaucoup, et puis j'aime bien faire rire, et pourtant à l'écrit j'ai toujours eu beaucoup du mal à passer cette barrière. Je trouve que l'exercice c'est comme à l'écran, c'est très très dur de faire rire. C'est un truc qui m'a toujours fait très peur, et je me le suis, je pense, plus ou moins consciemment interdit pendant très longtemps, jusqu'à Vermine, Kyohan Korji, qui lui voulait vraiment qu'on aille dans l'humour. Et j'ai adoré, et puis j'ose croire qu'il y a quelques trucs qui sont drôles, et donc du coup je me suis un peu décomplexé, et c'est un truc que, tu vois, j'ai au moins 2 projets à venir où je me dis j'ai envie d'aller là, j'ai envie de faire rire, alors pas des trucs genre les blagues à Toto, machin, etc., hein, mais vraiment aller dans cet humour plutôt à la James Gunn, tu vois, que j'aime beaucoup, ce mélange action-humour, etc., qu'on retrouve dans les Gardiens de la Galaxie, où j'ai hurlé de rire devant Suicide Squad, la série télé avec Sina, là, moi cet humour-là, je suis fou, quoi. Enfin, ça me rend trop dingue. C'est le mec il est en slip avec son casque ridicule, et puis dans les dialogues, tout a un décalage, et pourtant ça arrive à être épique et très intéressant sur le plan fantastique. Mais voilà, donc j'ai envie d'aller par là dans les prochains projets. Et puis peut-être faire des trucs un peu plus codifiés aussi, peut-être des trucs aller dans des genres qui sont bien établis, dont, tu vois, quand le lecteur il prend ton album, il sait que bon là ça va être un polar noir, je vais retrouver mes codes de polar noir. Non pas que je veux faire un truc très classique, mais tu vois, Vermine, Petit Dieu, tout ça, c'est difficile quand on te dit c'est quoi comme genre. Bon, tu peux dire du fantastique, mais t'as pas dit grand chose, parce que ça a pas été écrit en ayant des codes très très établis. Certes, In Memoriam, tu pourrais dire c'est un polar urbain fantastique, mais bon. Si t'as besoin quelque part de diriger un petit peu la vision des gens, c'est-à-dire que si tu essaies de le réduire quelque part à des termes peut-être qui vont parler au grand public, voilà, moi, personnellement c'est les termes qui me viennent, tu vois, sur In Memoriam, c'était ça, c'était voilà, polar urbain. Mais c'est un peu, tu sens que le truc éclate un peu les codes du genre, beaucoup même, et c'est mon plaisir de dire ça. Là, j'aimerais peut-être faire un exercice plus codifié, tu vois, essayer d'aller chercher quelque chose, non pas de faire un truc qu'on a vu, revu, etc., mais dans un genre bien codifié, aller m'amuser là-dedans, sans vraiment vouloir dire allez, je mélange un peu de tout, etc. Voilà, peut-être des pistes. Ça marche. Où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit en ligne ou peut-être même en physique? Écoute, en ligne, c'est très très simple, hein, parce que je suis pas assailli de hordes de fans, donc il suffit de me poker sur Instagram ou Messenger, et je réponds très gentiment à tout le monde. Je confirme. Sur les manifestations physiques, laisse-moi reprendre mon agenda. Vous pouvez me retrouver en avril, 4, 5, 6 avril, j'aurai la chance de retourner dans un festival que j'adore, qui s'appelle Des Planches et des Vaches, qui est un super festival en Normandie. Et puis je viens d'apprendre que en avril aussi je serai à Livre Paris, la Livre Expo Paris, pour dédicacer Petit Dieu tome 2. Voilà, rendez-vous est pris. Eh ben écoute, une dernière chose avant de te libérer, on termine toujours chez moi avec des questions rapid fire. Donc je sais pas si tu connais un petit peu l'exercice. Je vais te découvrir, vas-y. Alors en fait, basiquement, je vais t'envoyer en fait des questions plutôt A ou plutôt B. Et il faut que tu répondes assez rapidement. Alors normalement, on n'est pas censé détailler pourquoi j'ai répondu ça ou quoi, mais bon, là,
tu fais ce que tu veux. Si tu as envie d'expliquer ton choix, il n'y a pas de souci. Ça marche, t'es prêt? Allez, je suis prêt. Allez, ça roule. Plutôt série ou plutôt film? Série. Plutôt Ghibli ou plutôt DreamWorks? Ghibli. Plutôt Stephen King ou Neil Gaiman? Neil Gaiman. Plutôt BD ou comics? C'est compliqué. BD. Plutôt Paris ou Nouvelle-Orléans? C'est hyper dur. Je sais, sinon c'est pas drôle. Nouvelle-Orléans. Plutôt Guillermo del Toro ou Sam Raimi? Guillermo del Toro. Et enfin, plutôt Street Fighter ou Tekken? Street Fighter, mais 1 milliard de fois Street Fighter. Ça marche. Eh ben écoute, c'est tout bon pour moi. Comme d'habitude, eh bien j'invite nos auditeurs à aller te suivre sur les différents réseaux sociaux et puis surtout à aller regarder un peu dans les descriptions de l'épisode. Je vais mettre eh bien les liens pour aller voir un petit peu tes différentes BD. Voilà, se procurer un petit peu tout ça. Eh ben écoute, merci beaucoup Mathieu d'avoir pris de ton temps pour venir répondre à mes questions. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. Et puis, eh ben écoute, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cette interview. N'hésitez pas à suivre aussi bien mes invités que moi-même sur les différents réseaux sociaux que vous trouverez dans les descriptions de l'épisode, ainsi qu'à partager évidemment les épisodes autour de vous.